il n'est pas encore là, mais il va être là. Il y a son fils. Ah, Yassine. Oui, mais il est dans les parages. Ça, il y a Labi aussi qui a eu le prix Goncourt Poésie cette année. Il y a Mohamed Dib. Nadia, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éditrice au Maroc et marocaine. Est-ce que c'est un job qui est rentable au Maroc d'être éditrice? Il pourrait l'être, mais pour l'instant pas encore. C'est un secteur qui est récent. Il a à peine 12 ans d'âge. Et c'est un secteur assez particulier puisque je fais de la jeunesse. Et donc, première maison créée, donc pour les spécialisée enfants, dans la hein, jeunesse. jusqu'à Pour de les 1 à enfants. 14 ans. Disons Voilà. de 1 à 14 ans, voilà. Bon, ça fait plus d'une dizaine d'années. 12 ans, exactement. Bien. Alors comment ça se passe l'édition au Maroc? Et bien, comme dans tous les pays, Oui. c'est... Au niveau de la distribution La distribution, on a un problème quand même. Il faut dire que le distributeur on a un seul distributeur qui a le monopole et donc il distribue aussi bien les éditeurs marocains que les éditeurs étrangers et donc forcément l'édition étrangère est beaucoup plus rentable, donc on donne beaucoup plus d'importance aux livres étrangers qu'aux livres marocains. Alors le problème bien sûr c'est parce que nous vendons les livres à de petits prix et donc le distributeur et le libraire ne s'y retrouvent pas et du coup on est perdant. Donc on essaye, si par hasard notre ministère de la Culture puisse trouver un jour une solution à ce problème, ce serait bien. Voilà. Est-ce que le prix du livre est fixe au Maroc? Oui. 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 Il y a des associations qui se sont battues pour ça et on y est arrivé. Tous les livres sont au même prix. Alors vous éditez essentiellement en français? Non? Essentiellement, oui. Oui, plus français, Ouais. arabe, et maintenant Mais j'ai plus fait un français, essai. plus Oui, plus français. français qu'arabe, oui. Et Pourquoi? maintenant, Pourquoi? eh ben parce que il y a plus. Enfin, on dit qu'au Maroc le lectorat arabophone est beaucoup plus important, mais moi je ne pense pas. Je maîtrise le français, donc j'ai commencé par le français, tout simplement. Et puis après, maintenant, je fais des livres en arabe. Et même dernièrement, j'ai fait un livre, un livre BD en amazigh. Enfin, ça, c'est un essai. On verra ce que ça va donner. Alors Nadia, vous m'avez exprimé off tout à l'heure que vous éprouviez certaines difficultés à prévoir des coéditions avec des pays voisins. Bah oui, le Maghreb précisément. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, j'ai participé au salon d'Alger. Et on a vendu les livres, bien sûr à des prix beaucoup plus bas que ceux que nous pratiquons au Maroc. Mais ceci dit, à la fin du salon, on s'est retrouvé avec des dinars, on ne savait plus quoi faire avec. Ce qui est marrant, parce que on va à la banque pour changer les dinars, impossible. Changer les euros, impossible. Donc c'était vraiment, pour moi c'était kafkaïen quoi. Et donc la solution c'était que moi je fais partie de l'Alliance des éditeurs indépendants français et puis la directrice de l'Alliance a dû aller ouvrir un compte à Alger pour pouvoir mettre l'argent dans ce compte et le transférer en France. Et de la France, nous, on pouvait récupérer l'argent. Vous imaginez le pays voisin et on fait tout un circuit en France pour récupérer l'argent pour le Maroc. Voilà, donc vous avez une idée là de comment avec l'Algérie c'est difficile, mais avec bon. l'Algérie, La Tunisie par exemple. la Tunisie, c'est presque pareil aussi. Bon, au niveau du change, il n'y a pas de problème, mais ça pose quand même. On peut passer aussi par la France parce que c'est pas facile d'avoir
le change directement. Enfin, c'est des trucs très compliqués et c'est pour ça bloque, si vous voulez, la circulation du livre entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Et même quand on envoie, on ne peut pas envoyer, par exemple, de grandes quantités parce que ça passe par des douanes, ça passe par la censure, c'est très compliqué. Donc on laisse tomber, quoi. On profite par contre des salons pour ramener des livres en grande quantité et on échange entre éditeurs. Voilà, ça c'est la seule solution pour l'instant. Puisque vous parlez de la censure, est-elle très présente au Maroc? Pas du tout. Pas du tout. Les gens en parlent beaucoup, ils pensent qu'au Maroc on est très censuré, etc. Non, d'abord on fait l'autocensure. Pour moi en tout cas en tant qu'éditeur pour enfants, je sais ce que je peux véhiculer et ce que je ne peux pas véhiculer. Alors qu'est-ce que vous ne pouvez pas véhiculer? On ne peut pas véhiculer... alors moi je parle des valeurs, hein, moi je ne parle pas au niveau politique, etc. Non, je parle au niveau des valeurs, il y a des choses que je ne peux pas faire passer. Moi j'évite tout ce qui est religieux dans les livres, non pas parce que on m'oblige, si vous voulez, politiquement à ne pas adhérer à telle ou telle chose, mais tout simplement parce que je ne veux pas mettre ça dans les livres. Voilà, j'évite parce que je trouve que c'est pas ça qui fait avancer. Mais on pourrait vous le reprocher aussi. On pourrait vous le reprocher. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, comme je vous dis, c'est l'autocensure. Moi-même, il y a des choses que j'aimerais pas mettre dans mes livres. Je trouve que c'est pas à moi d'éduquer les enfants religieusement ou leur imposer quoi que ce soit de religieux. C'est pas mon travail. Moi, je fais de la littérature et ça me suffit largement. Voilà. Alors, pour finir avec la censure, je crois qu'il y a 3 points importants au Maroc. Il ne faut pas toucher à la religion, voilà, on touche au pas à la roi, religion, à la famille du roi et à la famille du roi. Voilà. Le reste. Mais c'est quand même des restrictions présentes. Oui. Et indispensables. Voilà. Bon. Alors, quels sont les auteurs les plus représentatifs dans la littérature marocaine qu'on ne connaît pas forcément très bien en France? Écoutez, moi déjà, on m'a souvent reproché d'éditer que des grands noms, ce qui n'est pas très juste. J'ai publié Driss Raibi, Salhan, Abdelatif Labi, Fouad Laroui, Zakia Daoud, et j'en passe. Mais tous ces auteurs-là, si vous voulez, le premier que j'ai eu, c'était Driss Raibi. Et puis par la suite, Laroui, et puis les autres sont venus d'eux-mêmes parce qu'ils sont tous soucieux de vouloir développer le secteur jeunesse au Maroc, enfin la littérature jeunesse au Maroc. Et puis il y en a énormément d'autres. Mais malheureusement, souvent les auteurs qui sont très connus sont déjà passés par des éditeurs français. Et ça, c'est pour des raisons historiques. C'est vrai que l'édition marocaine n'était pas très développée il y a quelques années. Et puis ces auteurs-là existaient déjà et ils se sont fait connaître ici en France, comme Labi qui a eu le concours de poésie cette année, Fouad Laroui qui était proposé au concours, et j'en passe. Voilà. Alors, est-ce que sans la France, un auteur marocain peut-il vivre de son travail? Au Maroc? Oui. Ah, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. C'est même impensable. Hein. Parce que d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, les livres, ils sont à des petits prix, donc c'est un plus, mais il ne peut pas en faire un métier. Je veux dire, écrire et vivre de son écriture au Maroc, c'est impossible. C'est impossible. D'abord par les tirages qu'on fait. Oui. Nous ne dépassons pas les 3000 en moyenne, 3000 exemplaires de chaque titre. Et puis, nous ne produisons en gros au Maroc entre 1000 et 1200 titres par année. Donc c'est vraiment des quantités ridicules. Hein. Oui. Si on veut les comparer à l'Espagne qui fait 60 000 et quelques, la France aussi, et pourtant nous avons une population qui frôle les 35 millions maintenant. Alors ça limite la création quand même. Bah oui, mais fatalement. Le marché est petit, donc... Est-ce que le ministère de la Culture est présent? Est-ce qu'il y a une aide réelle? Nous n'avons pas d'aide, ce qui semble assez...
je ne sais même pas comment qualifier ça, mais en comparaison avec la Tunisie par exemple, et l'Algérie ou l'Égypte, où l'État est très impliqué dans la production éditoriale, en Algérie par exemple, l'État peut acheter jusqu'à 5000 exemplaires d'un seul titre. Ouais. Ce qui est, l'éditeur rentre déjà dans ses frais. Après, vendre le livre à 10 dirhams ou à 20 dirhams, il est toujours gagnant. Je veux dire, et puis ça permet au livre d'être distribué à grande échelle. En Égypte, c'est pareil, en Tunisie aussi. Mais là, depuis que notre ministre de la Culture est le nouveau, depuis 2 ans maintenant, nous n'avons pas d'aide, nous sommes lésés. Ce ministère ne fait rien pour le livre, aucune amélioration, au contraire, nous avons l'impression de régresser. Il n'y a qu'à voir ici au Salon de Paris, on est 10 éditeurs sur 24 mètres carrés, c'est quand même une aberration. Et puis voilà, il nous faut une réelle politique du livre, chose qu'on demande depuis des années. Nous n'avons pas de statistiques, enfin rien ne se fait autour du livre si ce n'est les volontés des uns et des autres, des éditeurs qui essayent de nager à contre-courant en fait. On essaye d'être présent dans les salons, on essaye de produire malgré tout. Notre production ne vole pas très haut au niveau je veux dire en termes d'exemplaires, mais bon, on fait comme on peut et on essaye de se faire un chemin parmi les autres éditeurs. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi ce métier d'éditeur au Maroc alors que ça a l'air quand même très difficile de pouvoir en vivre? Moi, j'ai fait de l'enseignement. Ensuite, j'ai travaillé... Dans quelle matière? Français. Enfin, communication, expression écrite, comment on appelle ça, c'est vrai que votre français est remarquable. Ouais. Oh, c'est gentil. Donc, je disais, oui, comment je suis venue. J'étais enseignante dans une grande école à Rabat. Et puis dans cette grande école, il y avait une petite cellule d'édition qui produisait, qui éditait tout ce que produisaient les chercheurs. Et voilà, j'ai attrapé le virus, j'ai travaillé en tant que correctrice et puis après j'ai commencé à faire de la mise en page, etc. J'ai touché un peu à tout et finalement j'ai attrapé ce virus. Et en partant de là, j'ai travaillé pour la MPL, qui est l'association marocaine des professionnels du livre, dont je suis devenue le secrétaire général plus tard. Et donc cette association éditer une revue culturelle, un peu l'équivalent du livre hebdo. Et donc, moi, j'étais la responsable de cette revue. Et voilà, donc là, j'ai tissé toutes mes relations, j'ai compris aussi le secteur, quelles étaient les failles, etc. Et puis la grande faille, elle s'imposait. De toute façon, il n'y avait pas de livre pour enfants, il n'y avait pas de maison d'édition pour le livre jeunesse. Et donc je me suis dit, voilà le créneau à occuper. Et je me suis lancée là-dedans. Et je vais pas vous le cacher, moi je pensais qu'au début, quand j'ai décidé en fait d'ouvrir cette maison d'édition, je pensais que j'allais faire un tabac, quoi. C'est des livres qui n'existent pas, il y a un manque, les gens en demandent, etc. Et j'ai eu en plus comme premier auteur Driss Schreibi, qui n'est pas rien, parce que j'avais fait mon travail universitaire sur son œuvre, et je l'ai rencontré, il m'a dit je serai ton premier auteur. Voilà, donc mais je me suis un peu trompée parce que d'abord les livres coûtaient cher. Il ne pouvait rien parce que le coût du livre pour enfants revient cher de toute façon. Donc si on n'a pas d'aide, s'il n'y a pas de mécène, s'il n'y a pas de subvention, je ne pense pas que le livre pour enfants puisse décoller un jour. Ça, c'est essentiel et c'est vital. Alors, c'est pourquoi je parle du ministère de la Culture. Il faut absolument qu'il trouve une solution et qu'il développe un peu ce secteur-là. Alors, voilà comment je suis venue à l'édition. Justement, il y a quand même des gros problèmes encore d'alphabétisation au Maroc. Donc, moins qu'avant quand même. Moins qu'avant parce qu'il y a la société civile qui travaille beaucoup.
et toutes des femmes. Vous savez, tous les locaux sont des prétextes pour créer des espèces de petites écoles. Alors il y a beaucoup de volontaires qui prennent des femmes comme ça, des quartiers, etc. Et il y a des bibliothèques qui accueillent aussi des cours comme ça pour les femmes. Beaucoup de bénévolat aussi alors. Beaucoup de bénévolat. Presque ça, hein, presque que ça. Donc c'est pour ça que je dis la partie essentielle dans cette opération-là, c'est surtout la société civile. Alors, vous avez une idée du type de clientèle que vous avez pour les livres? Les livres? Ouais. Ah oui, moi c'est ce qu'on peut appeler la classe moyenne, si je peux l'appeler comme émergente. Ça. C'est-à-dire, voilà, émergente, parce que donc ça reste limité. Les fonctions, oui, ça reste limité, parce que de toute façon, quand je fais le tour des écoles, je m'adresse aux écoles privées. Donc je veux bien, enfin, on fait des opérations quand j'ai des mécènes, quand j'ai des collaborateurs qui s'intéressent à ce genre d'opérations, aller distribuer des livres gratuitement. J'ai fait ça dans le sud du Maroc, à l'intérieur du Maroc, etc. On essaie de tourner, de trouver des écoles publiques. Et bon, c'est des pré-achats de livres. Mais sinon, vendre les livres, c'est pas à moi de faire ça. Quoique j'aimerais bien, mais j'ai pas les moyens pour ça. Donc un enfant qui n'a pas d'argent, qui fait partie de la classe démunie marocaine, s'il veut acheter un livre, il faut qu'il l'achète à 5 dirhams, c'est 0,5 €, voilà. Et encore, parce que quand il a 10 dirhams, il va s'acheter de quoi manger plutôt que d'acheter le livre, parce que le livre reste quand même un produit de luxe au Maroc. Ça vous sert à quoi d'être présent sur le salon du livre à Paris? Eh ben, je me pose la même question, figurez-vous, parce que depuis quelques années... On va dire qu'elle n'était pas prévue entre nous. Hein. C'est une question surprise. Oui, ben oui, parce que le salon perd énormément de son aura et beaucoup moins d'exposants cette année, beaucoup moins de visiteurs. Je ne sais pas si c'est le beau temps, mais... Beaucoup moins de visiteurs, il y a du monde ce week-end quand même. Ah non, par rapport aux autres années, c'est rien du tout. On a eu un dimanche presque calme, pourtant... Ils l'ont écourté le salon aussi, ils l'ont écourté. Oui, ça... Oui, il y a des problèmes, ça c'est sûr. Mais moi je parle en tant qu'éditeur présent sur le salon. Et éditeur qui vient de l'étranger en plus, parce que quand on vient on a des frais aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est toute une organisation. Et puis, oui, il n'y a plus les contacts d'avant, il n'y a plus maintenant. Avant, il y avait les bibliothécaires qui passaient, qui achetaient pour les bibliothèques, des libraires, etc. Maintenant, même les bibliothèques, elles sont coincées parce qu'il faut qu'elles passent par un libraire qui, lui, on dirait, c'est bien, ça fait marcher la chaîne éditoriale. D'accord, mais pour nous qui venons de l'étranger et pour d'autres qui n'ont pas de distributeur ici en France, c'est vraiment l'opportunité. Et donc, elle ne se fait plus. Voilà. On peut reprocher aussi au salon de créer trop d'événements au même moment, sur très peu de temps, et de disperser complètement cette année, bien sûr, les visiteurs. C'est 5 jours, donc avec les énormément essayent de mettre le paquet. Maximum d'auteurs, le maximum d'événements partout. Maximum d'événements, etc. Mais bon, il faut faire un choix. Quoi. Donc vous ne reviendrez pas alors? Si. Non, mais c'est ça, c'est comme ça. Des fois c'est bien ou pas bien, il faut être présent, sinon on vous oublie, tout simplement. Donc on revient avec les nouveautés. Nous avons notre clientèle aussi, nous avons nos lecteurs, nous avons nos contacts. Et puis voilà, quoi, c'est une présence annuelle.